Personne n'entre sans billet. La phrase du chauffeur fendit l'air comme si la fin de l'après-midi avait fermé les portes en même temps que lui. La dame resta immobile sur la première marche, tenant la rampe de ses doigts fins, tandis que le vent d'octobre entrait dans le bus et dispersait des feuilles sèches sur le trottoir. Lucia Rivas, 12 ans, serra le sac dans lequel elle portait l'uniforme de travail de sa mère et regarda dans la poche de sa propre veste. Là se trouvaient les 5 € que Carmen lui avait demandé de garder avec soin. Il devait servir à acheter du lait, du pain et quelque chose de simple pour le soir. Ce n'était pas du surplus, ce n'était pas un caprice. C'était la différence entre une table vide et un petit dîner. Pourtant, lorsqu'elle vit les yeux de cette vieille dame se remplir de honte, Lucia ne pensa à aucun calcul. Elle pensa seulement que personne ne méritait de rester seul à un arrêt inconnu quand la lumière commençait à disparaître. « Attendez », dit-elle en plaçant son pied entre les portes avant qu'elles ne se referment. Le chauffeur tourna le visage, impatient. « Petite, enlève ton pied de là, je suis en retard. » Lucia sentit son cœur battre fort, mais elle ne recula pas. Elle sortit les pièces et le billet froissé de sa poche, mit le tout dans la machine et releva le menton. « Je paie pour nous deux. » Quelques passagers regardèrent pendant une seconde, puis détournèrent les yeux, comme si ce courage les dérangeait. La vieille dame, encore confuse, fixa la fillette avec une surprise silencieuse. Le chauffeur grogna, accepta le paiement et pointa le couloir. « Entrez vite. » Lucia aida la dame à avancer. Le bus démarra avant qu'elle ne soit assise, et la fillette lui tint le bras pour éviter qu'elle ne tombe. Elles trouvèrent 2 places au milieu, près d'une fenêtre tachée par une vieille pluie. La ville défilait dehors, mêlant de belles vitrines, de vieux immeubles et des rues de plus en plus simples. « Tu n'avais pas besoin de faire ça, » dit la dame d'une voix basse. « Cet argent était à toi. » Lucia serra le sac contre sa poitrine. « Ma mère dit que quand quelqu'un a besoin d'aide, on ne demande pas d'abord combien il va rester. » La vieille dame respira lentement. Ses cheveux blancs étaient soigneusement attachés, même si le vent avait libéré quelques mèches. Son manteau beige semblait cher, mais la manche était salie de poussière. Il y avait chez elle une élégance fatiguée, comme si elle s'était perdue non seulement dans les rues, mais aussi à l'intérieur d'un souvenir. « Je m'appelle Elvira, dit-elle, Elvira Salvatierra. » Lucia hocha la tête. « Moi, je suis Lucia Rivas. »« Rivas, » répéta Elvira en regardant la fillette avec attention. « C'est un beau nom. C'était celui de mon grand-père, Manuel Rivas. Ma mère dit qu'il était un homme droit. » En entendant cela, Elvira resta immobile un instant, mais ne posa aucune question. Elle observa seulement la petite plaque militaire qui pendait au cou de la fillette. Lucia remarqua son regard et referma sa main sur le métal froid, comme elle le faisait toujours lorsqu'elle avait besoin de courage. « Qu'est-il arrivé à madame ?» demanda-t-elle. « J'ai perdu mon sac, » répondit Elvira. « Je suis sortie marcher près du Retiro. Je pensais me souvenir du chemin du retour, mais les rues ont commencé à toutes se ressembler. Mon téléphone, mes papiers, tout était dedans. » Lucia fronça les sourcils. « Madame a de la famille à Madrid ?»« Oui, beaucoup de monde en réalité. Mais aujourd'hui, on dirait que toute la ville a décidé de rester loin. » La fillette ne comprit pas complètement, mais elle sentit la tristesse cachée dans cette phrase. Le bus passa dans un trou et Elvira tressaillit. Sans réfléchir, Lucia retira sa veste et la posa sur ses jambes. « Non, ma chérie, tu vas avoir froid. J'ai l'habitude. Chez nous, il y a beaucoup de vent. » Elvira toucha la veste avec délicatesse, comme s'il s'agissait d'une pièce précieuse. « Tu parles comme quelqu'un de beaucoup plus âgé. » Lucia sourit sans joie. « Ma mère dit qu'il y a des enfants qui grandissent un peu plus tôt, parce que la vie devient trop pressée. » Le silence entre elles ne fut pas inconfortable. C'était un silence rempli de choses qui n'avaient pas besoin d'être expliquées. Lucia pensa à Carmen, encore en train de nettoyer l'appartement de la famille Montenegro, pliant le dos malgré la douleur, souriant à des patrons qui ne demandaient jamais si elle allait bien. Elle pensa à la promesse d'acheter du lait. Elle pensa au dîner qui devrait peut-être être plus petit. Pourtant, en regardant Elvira, elle ne ressentit aucun regret. Quand le bus s'approcha de Vallecas, les rues devinrent plus étroites, les façades plus marquées, les lumières plus faibles. Lucia tira la corde de l'arrêt. « Mon arrêt est maintenant. » Elvira regarda par la fenêtre, inquiète. « Je devrais aller jusqu'à une station. Peut-être que quelqu'un me laissera téléphoner. »
À cette heure-ci, ce n'est pas bien de rester seul à la station, dit Lucia. Vous pouvez venir avec moi. Nous avons un téléphone à la maison. Ma mère arrive bientôt. Je ne veux pas causer plus de travail. La fillette tendit la main. Mon grand-père ne laisserait pas une personne perdue dans la rue. Elvira fixa cette petite main. Pour une raison quelconque, ses yeux devinrent humides. Alors, elle l'accepta. L'immeuble de Lucia n'avait ni concierge, ni marbre, ni silence. L'escalier sentait la nourriture, l'humidité et le savon bon marché. Au 3e étage, la porte se coinça, comme toujours. Lucia souleva la poignée et poussa avec l'épaule. « Bienvenue dans notre palais. » Elvira entra lentement. L'appartement était petit, mais il était propre avec un soin presque solennel. Il y avait une plante près de la fenêtre, des photographies alignées et une table avec des factures empilées de manière organisée. Ce n'était pas une maison sans espoir, c'était une maison qui luttait chaque jour pour ne pas perdre sa dignité. « Asseyez-vous ici », dit Lucia en montrant le canapé. Pendant qu'elle mettait de l'eau à chauffer, la fillette parlait pour dissimuler sa propre inquiétude. Elle expliqua que Carmen travaillait dans de grandes maisons, qu'elle rentrait parfois tard, qu'elle cachait son mal de dos parce qu'elle devait garder son emploi. Elvira écouta sans l'interrompre. Chaque détail semblait peser plus que le précédent. La porte s'ouvrit peu après. Carmen entra en appuyant sa main sur ses reins, trop fatiguée pour faire semblant. Quand elle vit l'inconnu, elle s'arrêta immédiatement. « Lucia, qui est cette dame? Maman, elle a perdu son sac. J'ai payé le bus et je l'ai amenée pour qu'elle appelle sa famille. » Carmen regarda sa fille, puis Elvira. La peur initiale se mêla à la fierté. « Excusez-moi, madame, on prend peur. » Elvira se leva lentement. « C'est moi qui dois demander pardon. Votre fille a fait pour moi ce qu'aucun adulte n'a fait. » Carmen respira profondément. Elle allait répondre, mais une douleur aiguë la força à s'appuyer contre le mur. Lucia courut jusqu'à elle. « Maman, assieds-toi un peu. Je vais bien. » Elle n'avait pas l'air d'aller bien. Elvira le vit clairement. Elle vit aussi le réfrigérateur presque vide lorsque Carmen essaya de préparer quelque chose pour toutes. La femme proposa du thé, puis des œufs, puis sourit comme si elle voulait cacher le manque. Elvira accepta cette simplicité avec respect. Cette petite table lui sembla plus vraie que beaucoup de salons luxueux où elle avait passé sa vie. Alors qu'elles étaient déjà assises, 3 coups forts firent trembler la porte. Carmen pâlit. Lucia baissa les yeux. « C'est Monsieur Medina », murmura-t-elle. L'administrateur entra sans attendre d'invitation. Il apportait un avis plié et une expression dure. « 3 jours, Carmen. Ou tu paies, ou tu pars. » Lucia serra la main de sa mère. Elvira resta silencieuse, mais quelque chose changea dans son regard. La vieille dame perdue du bus disparut. À sa place apparut une femme habituée à décider. Elle regarda la vie, Carmen, Lucia, et comprit que cette nuit ne s'arrêterait pas là. Le lendemain matin, l'appartement se réveilla avant le soleil. La lumière grise entrait par les rideaux fins et dessinait de longues marques sur le sol, tandis que la ville commençait à faire du bruit en bas. Carmen était dans la cuisine, remuant une petite casserole, essayant de paraître forte malgré sa main posée sur ses reins. Lucia portait déjà l'uniforme de l'école et divisait une tranche de pain en 3 morceaux. Elvira ouvrit les yeux sur le canapé. Le matelas usé lui avait laissé le corps douloureux, mais elle avait dormi avec un calme qu'elle ne ressentait plus depuis des années. Il n'y avait qu'une maison simple, où 2 inconnus lui avaient offert un abri sans demander qui elle était. « Bonjour, dit Carmen. Désolé pour le canapé. Ce fut l'un des endroits les plus honnêtes où j'ai jamais dormi, répondit Elvira. Carmen ajusta son manteau et prit son sac. Lucia peut accompagner madame jusqu'à l'arrêt avant l'école. Moi, je dois sortir. Elvira se redressa avec difficulté, mais sa voix sortit ferme. Vous n'allez pas travailler aujourd'hui. Carmen laissa échapper un rire bref, sans joie. J'adorerais, mais la vie ne fonctionne pas ainsi pour moi. Elle fonctionne mal alors. Si je manque, je perds des heures. Si je perds des heures, je ne paie pas le loyer. Si je ne paie pas, Monsieur Medina revient avec un autre papier. Elvira regarda Lucia, qui faisait semblant de ne pas écouter. Puis elle marcha jusqu'au vieux téléphone posé sur la petite table. Puis-je l'utiliser? Carmen hocha la tête, confuse. Elvira composa un numéro de mémoire. Lorsqu'on répondit, sa posture changea. La dame effrayée de la veille disparut complètement. Roberto, c'est moi. Arrête de parler et écoute. Je vais bien, je suis à Vallecas rue San Julian, numéro 42, 3e B.
Je ne veux pas de police, je ne veux pas de bruit. Amène la voiture. Et Roberto, viens avec discrétion. » Elle raccrocha. Le silence devint trop grand pour la petite cuisine. « Qui est Roberto ?» demanda Lucia. « Un homme sérieux qui travaille avec moi depuis très longtemps. »« Il travaille avec madame dans quoi ?» demanda Carmen. Elvira regarda la vie de Medina posée sur la table. À résoudre des problèmes qui ne devraient pas exister. 20 minutes plus tard, la rue semblait retenir son souffle. D'abord arrivèrent 2 voitures noires, puis une autre plus grande. Des voisins ouvrirent les fenêtres. Lucia courut jusqu'à la fenêtre. « Maman, il y a d'énormes voitures en bas. » Carmen s'approcha et pâlit. « Elvira, qui êtes-vous » Avant qu'elle ne réponde, on frappa à la porte. 3 coups polis, fermes, complètement différents des coups de Medina. Lucia ouvrit. Un homme grand en costume sombre apparut dans le couloir. En voyant Elvira, le soulagement brisa la rigidité de son visage. Madame Salvatierra, grâce à Dieu. Carmen porta la main à sa bouche. Salvatierra ? Elvira sourit avec tristesse. Oui. Mais hier, dans le bus, je n'étais qu'une femme sans sac. Roberto entra avec respect. Il salua Carmen et Lucia, puis informa que la famille était inquiète, que le fils d'Elvira revenait de Londres en avion et que tout le monde la cherchait. Elvira leva une main. « Personne ne parlera à la presse. Aujourd'hui, le sujet est autre. » Elle se tourna vers Carmen. « La famille Montenegro chez qui vous travaillez fait des affaires avec mon groupe. Cela explique pourquoi tant de gens sourient en public tout en traitant mal les autres en privé. » Carmen baissa la tête. « J'ai seulement besoin de cet emploi. »« Pas de cette manière, » dit Elvira. « Prenez vos documents. Vous et Lucia venez avec moi. Où ? D'abord chez un médecin. Ensuite à un vrai petit déjeuner. Puis nous parlerons de travail, de maison et d'avenir. » Carmen recula. « Je ne peux pas accepter la charité. »« Parfait. Je n'offre pas la charité. J'offre du respect en retard. » Elles descendirent ensemble. Dans le hall, M. Medina observait la scène, le visage durci. Il tenta de s'approcher. « Carmen, qu'est-ce que cela signifie ?» Roberto fit un pas en avant. « Y a-t-il un problème ?» Medina regarda les voitures, reconnut Elvira et perdit la voix. Elle abaissa seulement la vitre avant d'entrer. « Monsieur Medina, nous parlerons bientôt de cet immeuble. Ce n'était pas une menace, c'était une promesse tranquille. Et justement pour cela, elle sembla plus forte. Le trajet jusqu'à la résidence Salvatierra fit oublier à Lucia pendant quelques minutes le froid, la faim et la peur. La voiture était silencieuse, chaude, douce. Elle regardait Madrid par la fenêtre comme si elle voyait une autre ville. Carmen gardait les mains jointes, essayant d'occuper peu d'espace. Lorsqu'elles arrivèrent devant les grilles de fer de la propriété, Lucia ouvrit la bouche. On dirait un château. Elvira toucha son épaule. Aujourd'hui, ce n'est qu'une maison aux portes ouvertes. À l'intérieur, un médecin attendait Carmen. Elle essaya de dire qu'elle n'en avait pas besoin, mais la douleur la contredit. Le docteur Alonso examina sa colonne, recommanda du repos, un traitement, et prévint que continuer à porter du poids pourrait aggraver sa santé. Pendant ce temps, Lucia prit du chocolat chaud, du pain frais et des churros dans une cuisine immense où personne ne lui demanda de sortir. Elle mangea lentement, comme si chaque bouchée devait être respectée. Elvira l'observait sans pitié, seulement avec une tendresse sérieuse. Quand Carmen revint, elle semblait plus petite, non pas de faiblesse, mais d'une fatigue révélée. « Le médecin a dit que je dois m'arrêter pendant quelque temps. »« Alors vous allez vous arrêter, » répondit Elvira. Carmen respira profondément. « Et vivre de quoi ? » ?»« D'un salaire digne. Je veux que vous travailliez ici, mais pas en nettoyant. Ma responsable de résidence va prendre sa retraite. J'ai besoin de quelqu'un qui comprenne une vraie maison, qui sache organiser des équipes, remarquer les détails et traiter les gens avec humanité. Vous avez appris cela en 20 ans de travail dur. Je n'ai pas d'études pour un poste comme ça. Vous avez de l'expérience, du caractère et du regard. Le reste s'apprend. » Carmen se mit à pleurer. Lucia embrassa sa mère et Elvira attendit. Elle ne pressa pas ce moment parce que certaines larmes doivent tomber pour faire de la place. Ensuite, Roberto posa un dossier sur la table. Elvira l'ouvrit. « Nous avons aussi acheté l'immeuble où vous habitez. » Lucia écarquilla les yeux. « Vous avez acheté notre immeuble ?»« Oui. Le chauffage sera réparé, les escaliers rénovés, les familles auront des contrats justes. Et Carmen, quand vous irez mieux, je veux que vous m'aidiez à tout superviser. »« Ma mère ?» demanda Lucia en souriant. «
Ta mère, confirma Elvira. Parce que celle qui a subi l'injustice reconnaît plus vite où elle se cache encore. Carmen porta les mains à son visage sans parole. Toute sa vie, on lui avait dit de tenir bon. Pour la première fois, quelqu'un lui disait de choisir. Alors, Elvira demanda à voir la plaque militaire de Lucia. La fillette la lui donna avec soin. Roberto apporta une vieille photographie. 2 jeunes soldats y apparaissaient couverts de poussière, souriant côte à côte. « C'est mon grand-père », murmura Lucia. « Et celui-ci était mon mari », dit Elvira, en montrant l'autre. Manuel Rivas lui a sauvé la vie quand tout le monde pensait qu'il était trop tard. Ma famille n'a existé que parce que ton grand-père n'a pas abandonné un homme en danger. Lucia referma les doigts sur la plaque. Alors hier, tu as répété son courage, compléta Elvira. Pas avec des médailles, mais avec 5 € et une main tendue. Des mois plus tard, l'hiver revint à Madrid, mais le froid n'entrait plus par la fenêtre de Carmen et Lucia. Elles vivaient dans une petite maison à l'intérieur de la propriété Salvatierra, simple, propre et pleine de rire. Carmen coordonnait les équipes avec fermeté et bonté. Elle exigeait que chacun soit traité par son nom, jamais comme un invisible. Lucia étudiait dans une nouvelle école, mais continuait à porter la plaque de son grand-père sur la poitrine. Dans l'ancien immeuble de Valleca, les murs furent peints, le chauffage recommença à fonctionner et les familles cessèrent de craindre chaque coup frappé à la porte. Monsieur Medina ne décidait plus du destin de personne. Ce soir-là, Lucia garda une pièce dans sa poche et regarda sa mère sourire devant la table mise. Elvira arriva pour dîner, soutenue par Roberto, apportant une simple boîte avec la photographie restaurée de Manuel Rivas. Personne ne parla de richesse. Ils parlèrent de courage, de famille et de choix. Lucia comprit que la bonté n'a pas besoin de faire du bruit pour changer les destins. Parfois, elle commence dans un bus, avec une fillette tremblant de froid, 5 € à la main et une certitude dans la poitrine. Si quelqu'un est seul, aider n'est jamais peu. Et ce souvenir guida ses pas pour toujours, avec espoir et courage.